dernier rendez-vous du mercredi pour les pistonnés concernant cette saison 2022. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ce plateau. Cette saison a été longue, mais on s'est régalé en tout cas à être ensemble. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler d'Alpine avec Hamza Rahmani, bien évidemment. Salut Hamza, ça va ? Ça va très bien. Toujours. Et puis monsieur Brice Germain aussi également. Ça va Brice ? Ça va, ambiance ASMR j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Parce que chez Alpine, ça parle plus fort en ce moment. Oui, c'est vrai, t'as raison. D'accord. On essaie une émission comme ça un petit peu. Les amis, justement, regardez un petit peu le programme qui vous attend pour la fin de saison. On a bousculé un petit peu les meubles. Bien sûr, il y aura le Grand Prix d'Abu Dhabi dans ce week-end qui va nous attendre. On aura rendez-vous sur Winamax pour la preview pole position. Pour la course aussi également, en direct, commenté avec Lucas par les fins. Ça se passera sur Winamax en direct à 14h. La brute fan zone F1. Je peux pas vous donner l'heure encore parce que j'ai pas la date ni l'heure, mais on vous la donnera sur les réseaux sociaux cette semaine. Et puis ce rendez-vous exceptionnel live Twitch sur la chaîne First Team. Ce sera dimanche à 18h30. On tirera un peu le bilan de cette saison 2022 avec nos notes, mais avec vos notes aussi également. Ça se passera en toute interactivité avec vous, bien sûr. Vous participerez à cette émission et on s'en régale d'avance. Le programme aussi aujourd'hui, avant d'évoquer Abu Dhabi, c'est bien sûr Esteban Ocon et la situation d'Alpine. Alpine qui a quasiment acté cette 4e place au championnat des constructeurs. On était un petit peu pessimiste à l'intersaison. C'est peut-être l'heure de faire un petit mea culpa aussi. Tout de suite, le débat. Je parlais de mea culpa, c'était tout à fait personnel et je posais une question, les gars. Il y en a un qui a failli te sauter à la gorge, là. Il est là-bas, là. T'es le Spider-Man. Non, mais voilà. Écoutez, on va se poser la question justement avec cette première... J'ai perdu, les gars. Avec ce premier postulat. Et c'est novembre. Hein. C'est vrai qu'on était un petit peu pessimiste quand même à l'intersaison. Rappelez-vous, la titraille qu'on avait sortie au mois de mars, on disait Alpine, déjà dans la sauce. Point d'interrogation, eh bien, il y a peut-être un retour un petit peu à l'optimisme aujourd'hui. On se rappelle qu'à l'époque, on avait été pessimiste parce qu'il y avait eu cet audit mené par Laurent Rossi, le début d'un nouveau cycle, alors qu'on nous avait dit que justement 2022 aurait dû permettre à Alpine de revenir au premier plan. Le départ aussi d'Alain Prost avec perte et fracas, avec ses déclarations, on va le dire, à la sulfateuse. Ses ambitions aussi également repoussées. L'ombre d'un doute qui venait aussi planer autour du projet d'Alpine. Et puis, en fin de saison, on a l'impression finalement, peut-être, c'est une question encore une fois que je vous pose, mais que cet organigramme est peut-être un petit peu plus clair, notamment après ce qu'il s'est passé cet été. Et puis cette 4e place qui, mine de rien, confirme un petit peu le nouveau cap et le nouveau plan. 4e, comme en 2018, comme en 2008, comme en 2003, comme en 2002, c'est-à-dire que c'est pas arrivé non plus très souvent dans l'histoire de Alpine. 167 points avant la fin de cette saison, avant le dernier Grand Prix. C'est le 2e meilleur total depuis 2010. Quand je dis depuis 2010, c'est-à-dire depuis l'introduction du nouveau barème de points en Formule 1. La meilleure performance était notamment, je crois, en 2018. Et puis, Laurent Rossi, qui mine de rien a tenu ses engagements de l'hiver dernier, il nous avait dit, vous allez voir, on a passé un cap en termes de performance. Il nous l'avait dit personnellement le soir de la présentation de la voiture, mais on aura sans doute des problèmes de fiabilité. Ça s'est tout à fait vu. Et puis, Alpine qui semble être, là encore une fois, je pose la question, dans les temps de passage de son objectif des 100 courses. Est-ce que le plan Alpine n'est pas en marche, les gars ? Après tout ce qu'on a pu dire, après toutes les critiques qu'on a pu faire tout au long de cette saison, après l'épisode de cet été, est-ce qu'à la fin de la saison, on peut pas se dire, bah ouais, finalement, dans l'objectif 100 courses, Alpine est pas mal aujourd'hui. Alors, avec des accros, Piastri, Alonso, avec peut-être plus de problèmes de fiabilité que prévu, mais force est de constater que ce que nous a dit Laurent Rossi, comme tu l'as dit, se vérifie. 2e meilleur total de points, tu l'as dit, depuis le retour de Renault et donc ce bloc Enstone-Viry-Châtillon. Après, être dans le plan des 100 courses, je sais pas. Quid de cette évolution en exponentielle ? Parce qu'à un moment donné, matcher la 4e place, je te dis pas que c'est facile, mais c'est à la portée d'une écurie comme Alpine ou Renault. Matcher les 3 top teams de devant, avec ce que ça implique comme gestion humaine, où ils ont montré qu'ils n'étaient pas forcément à la hauteur cette année, ce que ça implique comme gestion du momentum et des temps forts et des temps faibles, il y a encore quelque chose, une grosse interrogation là-dessus. Et la grosse interrogation pour moi, elle est aussi sur le fait que, est-ce que enfin ce plan qui est mis en place depuis le début de l'année là, il est viable ? Parce que depuis que Renault est revenu en F1, j'ai l'impression que chaque année ou tous les 2 ans, on a un nouveau plan. On a quelque chose de nouveau qui part.
Et on n'a pas réellement de vision long-termiste qu'on voit s'effectuer avec Alpine. On a eu trop de changements de bord, de direction, de pilote, de stratégie dans le global pour aujourd'hui être serein sur le fait qu'un plan quinquennal d'Alpine soit réellement en marche. J'attends de voir que la structure soit stable, qu'elle ne bouge pas. C'est peut-être avec l'arrivée de Gasly que ça va se faire. C'est peut-être avec la stabilisation du board avec Laurent Rossi et Luca De Meo. Mais je suis encore dans cette expectative de savoir si ils vont réellement pouvoir appliquer un plan jusqu'au bout ou si, encore une fois, on va avoir besoin de changer de stratégie et que, en fait, en 2023, on va nous dire objectif 100 courses pour 2027 parce qu'on refonde tout. Ça, c'est encore une interrogation que j'ai. Mais par rapport à la performance de cette saison vis-à-vis de ce qui a été annoncé, effectivement, on peut reconnaître tout le crédit à Laurent Rossi là-dessus que, oui, ça match et ça match plutôt bien. J'attendais pas Alpine aussi haut et aujourd'hui, les deux pilotes vont ramener normalement une 4e place à Alpine, ce qui est excellent en vue du développement de cette monoplace et de cette nouvelle génération. J'ai l'impression de retrouver Alpine au à peu près même hiérarchie que Renault en 2020, avec une fin de saison prometteuse finalement, une fin de saison qui t'offre des ambitions sur l'avenir, même si 2021 du coup a été peut-être un peu plus compliqué. À voir où démarrera la saison Alpine. Il faudra faire face à la concurrence McLaren, il faudra faire face à la concurrence Aston Martin, j'imagine. Peut-être même Haas ou Sauber avec l'arrivée et le financement d'Audi. La prochaine étape, je pense que ce serait de sécuriser cette 4e place de manière beaucoup plus ferme. Parce qu'effectivement, la prochaine étape, c'est la fiabilité. Je pense que ce qui s'est passé cette saison avec Fernando Alonso et un petit peu Esteban Ocon, ça a été un gros souci. Même si, encore une fois, on ne nous avait pas pris en traître. Mais ça a été un souci parce qu'effectivement, en termes de performance pure, je pense qu'il n'y a pas photo aujourd'hui entre Alpine et McLaren. En termes de rythme, la fin de course, Fernando Alonso, il est au rythme des 3, 4, 5 pilotes devant lui. Donc tu te retrouves dans une situation où tu as des promesses, tu as de belles promesses pour la saison prochaine, mais ça ne change rien. Tu parlais de la première émission de la saison. Ça ne change pas non plus ce que l'on pensait, enfin en tout cas moi, je vais parler en mon nom, ce que moi je pensais à l'époque, dans le sens où effectivement, pour revenir à ce que tu disais, l'instabilité, j'ai l'impression qu'elle est chronique chez cette équipe. Il y a toujours des changements. La gestion, on en a suffisamment parlé, on va pas revenir sur la gestion Piastri, puis la gestion Alonso et Piastri, mais c'était pas prévu dans le plan. Et au final, tu te retrouves avec un pilote qui arrive de l'extérieur, qui va devoir arriver et qui va devoir performer tout de suite. Est-ce qu'il y aura un temps d'adaptation ou pas, même si c'est chez lui, c'est une écurie française, etc. Il y a pas mal d'interrogations encore que j'ai sur la prochaine saison. Mais effectivement, je suis beaucoup plus serein fin 2022 que je ne l'étais début 2022. Puis attention, pour Alpine, n'a pas avoir comme je le disais juste avant, par rapport à ce gap entre les écuries de pointe et les top écuries midfield, à pas avoir ce syndrome McLaren, ce syndrome Racing Point, ce syndrome où tu performes, tu montes, et puis en fait tu te retrouves face à un plafond de verre qui s'appelle le top niveau. Et tant que Alpine nous aura pas pondu une voiture et réalisé une saison qui sera dans la régularité de entre guillemets top niveau, ce qui est encore le cas de Mercedes cette saison pour moi. Aujourd'hui, ils ont la capacité de taper des podiums à la régulière, même au début de saison avec Russell ou quoi. Aujourd'hui, Alpine ne nous a pas montré ça. Je veux voir ce step passer. Et ce step, moi, comme on le disait avec Hamza, là, il ne viendra que par la stabilité et le travail sur un concept qu'on va améliorer pour au final arriver vers les sommets que cherche Alpine. Et justement, la stabilité, vous en parlez, les gars. Alors, on va pas revenir sur ce qui s'est passé cet été. On l'a suffisamment commenté. On a fait 10 000 émissions sur le sujet. Mais quelque part, la visibilité à moyen terme, on a un line-up maintenant qui est sécurisé. On imagine ce que Gasly, on ne sait pas trop combien de temps il a signé, mais jusqu'à au moins la fin 2024. Il y a un package de base après une révolution technologique qui semble être sain. Tu le disais avec les performances notamment du côté du Brésil où Fernando Alonso était quand même assez proche, notamment des temps de Red Bull en rythme de course. Voilà, il était pas dans le match, mais en tout cas... Alpine s'est approché. Il y a eu un développement aussi également qui a été assez agressif, assez sain sur cette voiture. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu cet audit l'année dernière de Laurent Rossi au sein de Alpine. Il y a eu une réaction, de l'action, de la réaction et que quelque part, là, on a la visibilité. Après, je vous rejoins. Il va falloir attendre de voir si justement cette stabilité jusqu'à fin 2024, est-ce qu'on va la voir ? Est-ce que cette performance et la fiabilité va se confirmer sur les années à venir ? La stabilité qui nous dit que là, en fin de saison, il n'y aura pas de nouveaux changements. Moi, je ne m'y attendais pas aux récents changements 2020-2021. Il y en a eu.
Je crois que. Oui, mais ça fait suite à ce fameux audit. Oui. Et on n'était pas au courant que Laurent Rossi avait pris 2021 pour s'installer, voir un peu comment ça fonctionnait et faire des coupes franches. Ça, Non, mais on en tout ne cas, savait pas non plus. Dans les pilotes, par exemple, rien qu'un signe d'instabilité, dans les pilotes, faut me dire si je dis une bêtise, mais je crois qu'il n'y a aucun pilote qui est resté plus de 2 ans. Peut-être Hülkenberg 3. Bah si, t'as Ocon du coup. Bah, c'est la troisième première année. fois. Mais depuis le retour, il n'y a pas eu un line-up qui a tenu. Et je crois qu'on a un changement de line-up tous les ans. Quasiment chaque année. Oui, Magnussen, Sauf cette Palmer, Sainz, Ouais, Hülkenberg, t'as Ricciardo, raison. Ocon, Alonso, ça fait 6 ans qu'ils sont là. Ils sont revenus. 6 ans, pas plus. Alors, As, t'as pas prouvé que c'était payant. As, ils ont gardé Grosjean, Magnussen pour développer. Ils n'avaient pas le budget, soit, et ils ont pas l'ingénierie que peut avoir Renault Sport et Alpine avec ces 2 blocs, Enstone et Viry-Châtillon. Mais tu sens quand même que, pour le moment, on a 0 certitude sur le fait qu'ils savent construire un projet, quelque chose, le long-termiste. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, les gars, mais qu'est-ce qu'on aurait dit si le package de base n'était pas sain en termes de perfo, je pense? Qu'est-ce qu'on aurait dit si le développement n'avait pas été agressif et n'avait pas été concluant tel qu'il l'a été cette saison? On a été très critique parce qu'on est passionné par cette équipe alpine, parce qu'on est français, parce qu'on suit cette équipe, parce qu'elle nous a fait rêver pour certains sur ce plateau, moi le premier en tout cas, lorsqu'on était petit. Moi j'ai envie d'être un petit peu optimiste aujourd'hui. Alors, je vois ce que tu veux dire, dans le sens où il y a plein de motifs de satisfaction sur cette saison. Mais là où en fait moi je suis exigeant, c'est que les annonces me rendent exigeant. Le plan sans course, là on est quoi? Le plan sans course il a été donné quand? 2020. Il en reste 80. Il en reste 80, donc on est à 1/5, 20%. L'Alpine se positionne aujourd'hui à la 4e place du championnat. Est-ce que 80 courses est suffisant aujourd'hui pour matcher les ambitions? Là, on parle de quoi? On parle de battre les meilleurs résultats de Renault depuis qu'ils sont revenus en F1. On parle de devenir champion du monde. D'aller jouer la win, par étape. C'est par étape. De toute façon, si l'objectif sans course, encore une fois, moi je trouve que cette déclaration, elle n'a pas été faite à bon escient, dans le sens où tu déclares publiquement tes ambitions et publiquement, si tu te rates, bah, tu vas te prendre un retour de bâton sévère. Ouais. Maintenant, si on suit ce plan, effectivement, il va falloir passer des étapes. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'Alpine joue des victoires la saison prochaine. Moi, la prochaine étape pour moi, 2023, ce sera d'éliminer tous les soucis de fiabilité. Oui. Ce qui est déjà impossible, parce qu'on ne peut pas prévoir, évidemment. Bien mais sûr. ce que je veux dire, c'est avoir une réelle progression à ce niveau-là. Si déjà, tu as la performance de cette année, une légère progression de performance, et une grosse progression en termes de fiabilité, tu peux taper les 300 points facile. Bah, je pense que tu es plus proche de Mercedes que de McLaren. Je pense aussi. Après, on ne connaît pas la progression aussi de McLaren, on ne connaît pas la progression qui va récupérer, je crois, sa soufflerie, on ne connaît pas la progression d'Aston Martin, on ne connaît pas la progression d'Alfa Romeo avec un nouveau budget. Il y a plein d'incertitudes à ce niveau-là par rapport à ce que fera la concurrence. Mais si déjà Alpine se contente de régler ses problèmes de fiabilité et à la régulière d'aller, pourquoi pas de temps en temps, signer comme hier des 4e, des 5e places et profiter des abandons et pourquoi pas même taper des podiums comme en début de saison Hamilton et Russell le faisaient quand il y avait des défaillances devant. Et l'année prochaine, s'il y a une lutte à 3, on aura des accrochages, on aura des défaillances, on aura des problèmes mécaniques parce qu'il y aura un développement agressif. C'est la première étape. À ce moment-là, Alpine devra se rendre devra répondre au présent. Et moi, c'est ce que j'attends. Évidemment, je n'attends pas de titre ou je n'attends même pas de victoire la saison prochaine. Si elle arrive, tant mieux. Mais c'est vraiment une histoire de régularité la saison prochaine. Exactement. Les gars, dans ce nouveau plan, il y a la question d'un homme, Esteban Ocon. C'est lui, justement, qui va illustrer très largement ce débat. Tirons le bilan déjà d'une association qui a été assez fraternelle l'année dernière et qui a viré au caramel, on peut le dire, ce week-end au Brésil, qui a connu en tout cas son pic de crise. Ocon Alonso, je vais y arriver. Quel bilan? On promettait l'enfer quand même à Esteban Ocon lorsque Fernando Alonso a été officialisé pour la saison 2021. Ocon lui sortait d'une saison contrastée, puisqu'on rappelle, il revenait en Formule 1 en 2020. Il a eu une période d'adaptation qui a été un petit peu compliquée, mais qui s'était soldée par un podium en fin de saison. Tout le monde pensait qu'il se ferait écraser par l'animal politique qu'est Fernando Alonso. La première saison, alors c'est un bilan comptable et je vous attends sur l'impression, mais on se rappelle forcément qu'il a gagné en 2021 avec des circonstances de course certes, mais qu'il termine à 7 points seulement de Fernando
Alonso. Cette année, il a 5 points de plus avant le dernier Grand Prix, même si, dans l'impression, on pourrait dire que Fernando Alonso, quand même, a, semble-t-il, dominé son sujet. Et puis, je le disais, ce sentiment de la filiation de l'année dernière, au désamour, en tout cas, du côté d'Interlagos. Si on devait aller plus loin, même sur le cas Ocon, est-ce que vous êtes d'accord sur ce bilan que, oui, il y a de la régularité, mais il manque encore peut-être un peu de leadership. La régularité, c'est 29 courses sur 42 dans les points, c'est un ratio à peu près de 70%. Est-ce qu'il a véritablement un impact sur le développement, sur l'optimisation du setup, sur le feedback aussi également technique, où on a eu l'impression que Alonso était véritablement le leader de cette équipe sur ces sujets-là? A-t-il été même un peu trop gentil par rapport aux sorties médiatiques d'Alonso? Je pense à ce qui s'est passé notamment samedi, où il a pris sur lui, il a été très team spirit, on va dire, alors qu'Alonso l'avoinait et l'avoine depuis déjà de trop nombreuses semaines. Et la vraie question surtout, c'est peut-il emmener une équipe et une usine avec lui? Premier élément de réponse, avant d'avoir votre réponse, pour vous donner quelques billes, Otmar Szafnauer s'est exprimé il y a quelques semaines sur le sujet. Il répondait notamment à une interview de The Race, c'était le 3 août 2022. Vous voyez ce dont Sergio est capable aujourd'hui. Esteban était très proche de lui chez Force India. Il peut en parler, Otmar Szafnauer, parce qu'il était le patron de Force India à ce moment-là. C'est pareil avec Fernando, qui a les compétences et le talent pour tirer un tour de la voiture très rapidement. Il lui faut 3 ou 4 tours pour être à 99,9%, et le 0,1% restant vient avec quelques tours supplémentaires. Esteban prend un peu plus de temps pour tirer le maximum de la voiture, mais en fin de compte, le samedi puis le dimanche, il est là. Il faut juste qu'il apprenne à y arriver un peu plus vite, mais nous travaillons avec lui là-dessus. Quel bilan vous tirez, les gars, d'Esteban Ocon sur ces 2 dernières saisons et sur cette association avec Alonso? Alors, pour moi, la première chose, si on revient à l'émission Jean-Louis Moncet de mars 2021, je me souviens avoir été justement dans ce On lui promettait l'enfer, en me disant, là, potentiellement, on met Esteban Ocon dans une situation très très compliquée. Je trouve qu'après 2 ans de collaboration avec Alonso, certes, avec un Alonso à qui il manque 50, 60, 70 points selon ce qu'on imagine. Et nos calculs, Hamza et moi. Voilà. Je dis ça pour la blague. Beaucoup de points. Humour. Et c'est vrai, en tout cas, est-ce qu'il ressort détruit de son combat avec Fernando Alonso? Pas du tout. Mais alors, C'est pas Van Dorn. pas du tout. Non. Et il y en a d'autres. Oui, non, mais bien sûr. Mais l'exemple le plus frappant récent, puisque Van Dorn était aussi, moi je le considère comme un pilote qui était talentueux, il s'est fait effectivement broyer par la machine Alonso. Alors, est-ce que aussi Alonso n'a pas été beaucoup plus gentil durant un certain temps avec Ocon? Ça, c'est une question dont on pourrait débattre. Mais Esteban Ocon, aujourd'hui, ressort de ces 2 ans avec un comparatif duquel il n'a pas à rougir vis-à-vis de Fernando Alonso. Ah, mais... Et je rappelle quelque chose que je dis tout le temps dans cette émission. Et t'as raison. Mais Esteban Ocon, rappelez-vous des coéquipiers qu'il a depuis qu'il est en F1. Je parle pas de Manor. Je crois qu'il avait Pascal Wehrlein. Hein. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est un bon pilote. Et qu'il a éliminé de la course au baquet Mercedes à l'époque. Sergio Pérez, vainqueur en Grand Prix aujourd'hui, est quasiment à la lutte pour la 2e place du championnat du monde. Excuse-moi, dès sa première ou sa 2e saison chez Force India, match, Esteban Ocon, il est au niveau de Sergio Pérez, quasiment au même nombre de points à la fin de la saison, et une régularité tout au long de la saison, quasiment... un seul abandon, je crois, peut-être cette 80 ou 90% des courses terminées dans les points. Ouais. Donc, il y a ce premier coéquipier. Deuxième coéquipier, Daniel Ricciardo. Énorme salaire de Red Bull, vainqueur de Grand Prix, tout pareil. Ensuite, on lui met un double champion du monde. Je dis pas qu'à chaque fois il a battu ses coéquipiers, je dis qu'à chaque fois, la comparaison n'était absolument pas désastreuse pour lui. Il a toujours été au niveau, ou en tout cas, s'il n'était pas au niveau, il n'était pas du tout battu à plat de couture. Dans le pire des cas, il n'était pas ridicule. Non, voilà. Même mathématiquement, si tu prends, je crois, la saison avec Ricciardo, il termine quasiment avec 50% ou 70% et de points. Et lui, il reprend la F1 après un an de... Et la voiture est faite pour Ricciardo. Aussi. Et tu te retrouves dans une situation où, dans le meilleur des cas, il regarde dans les yeux Fernando Alonso. Oui, il finit quoi? Tu dis moins 1 point l'année dernière? Moins 7, il a plus 5 cette année. Avec une victoire offerte un peu aidée par Alonso. Non, mais même pas ça. Parce je trouve 20 courses, c'est rien. Quoi. Non, mais attends, je trouve des circonstances atténuantes à Fernando Alonso cette saison, et il faut en parler quand tu feras le ratio, la différence de points, et pourquoi Esteban Ocon est devant aujourd'hui. Oui, Alonso a été touché par des problèmes mécaniques beaucoup plus sérieux
et de manière beaucoup plus régulière qu'Esteban Ocon. Mais de la même manière, souvenez-vous, la saison dernière, Esteban Ocon, il fait plusieurs courses avec un châssis endommagé. Et en Autriche, on s'aperçoit que ce châssis est endommagé. Ce qui, du coup, sur je sais pas, peut-être 3-4 courses, Esteban Ocon était nulle part par rapport à Fernando Alonso revenant. À cette époque-là, on était assez inquiet par rapport à Esteban Ocon. Mais ces 3-4 courses disputées avec un châssis endommagé, ça fait aussi, ça doit entrer dans la notation. Et dans le moins 7 points en 2021, s'il n'y a pas ce châssis endommagé, peut-être qu'Ocon, il est devant Alonso au championnat. Je me rappelle d'une déclaration d'un membre d'Alpine, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est peut-être à Singapour ou peut-être un peu avant, je ne sais plus, qui nous dit que les problèmes de fiabilité de Fernando Alonso viennent aussi du fait qu'il malmène davantage sa monoplace que Esteban Ocon. On nous avait dit ça. Et que... C'est un ingé moteur, de chez Renault qui disait ça. Peut-être que ça peut jouer aussi, mais en tout cas, si tu prends la comparaison globale, lui, il n'a jamais eu un poste de leader. Il a toujours été face à des grands noms, entre guillemets. Tout le long de sa carrière, à un moment où il débarque chez Force India, Pérez pour lui est un grand nom. Au moment où il arrive chez Renault, Ricciardo est un grand nom. Et là, Alonso, qu'est-ce que tu veux faire de pire, entre guillemets? Il a vécu avec des mecs qui avaient de l'expérience, du talent, et 3 des résultats déjà prouvés en Formule 1. Ils étaient tous installés en Formule 1. Lui avait à chaque fois à prouver. Donc, par rapport au côté leadership, et pour basculer sur la deuxième question dont tu parlais, lui n'a jamais eu l'occasion d'être leader. On ne lui a jamais laissé la place de l'être. Quand tu as Pérez qui est là depuis longtemps, quand tu as Ricciardo qui est le leader du projet parce que la Red Bull le fait venir, et quand tu as Alonso qui est là, et le développement technique, bien évidemment que c'est les 3 expérimentés qui le font. Donc, est-ce qu'il a le leadership? On ne le sait pas, mais on ne lui a jamais laissé l'occasion de le montrer. Alors, c'est peut-être là où je mettrais un petit bémol, les gars. On se rappelle des déclarations en début de saison d'Esteban Ocon, qui souvent performait le dimanche, était un petit peu dans la difficulté le vendredi ou le samedi, et expliquait souvent au micro de Canal, Fernando a trouvé quelque chose en EL2 sur la voiture, on a appliqué les mêmes réglages sur la mienne, et finalement il se trouvait que ça marchait, donc peut-être il va falloir voir, et on en a déjà parlé dans cette émission, du départ de Fernando Alonso, qu'est-ce que ça peut coûter en tout cas à cette écurie là-dessus. Il y a un autre épisode dont on n'a peut-être pas assez parlé, rappelez-vous au Grand Prix de France, la déclaration d'Esteban Ocon, je crois qu'il est en grande difficulté le samedi en qualification, et qui dit justement qu'il pense revivre le même cauchemar qu'en 2021, et il dit, je crois qu'il y a un problème sur le châssis. Il n'arrête pas de le dire à Alpine, je pense qu'il y a un problème sur le châssis, je pense qu'on est victime de la même chose que l'année dernière. Les mecs d'Alpine, enfin les mécaniciens, ingénieurs d'Alpine, fouille de fond en comble cette voiture, ne trouve rien, et finalement, le dimanche, il arrive à performer avec cette voiture, et on se rend bien compte que là, à ce moment-là, son feedback technique n'était pas le bon, c'est-à-dire que c'était juste un mauvais feeling, et qu'il a réussi à trouver, je sais pas, en adaptant son pilotage, ou en ayant une autre approche en tout cas, à adapter à trouver de la performance, et à performer le dimanche. Est-ce que c'est pas là le petit point d'inquiétude? Je pense même au côté un peu caractère. C'est vrai qu'il est gentil, on a un très bon copain qui l'a rencontré plusieurs fois là, ces dernières semaines, et c'est Esteban Ocon, qui nous disait, c'est vrai qu'il détonne par rapport à d'autres pilotes, sur le côté égo, sur le côté caractère. Voilà, moi, c'est des questions que je pose, c'est pas des affirmations, les gars. Mais déjà, est-ce qu'il a une voiture faite pour lui, sur laquelle, en fait, il peut donner un feedback que lui ressent réellement? Si il roule avec une voiture faite pour Alonso ou une voiture, entre guillemets, random, si je puis dire, c'est plus compliqué parce qu'en fait, tu ne travailles pas la création de la monoplace. Lui, il fait beaucoup de simu. Donc, il doit quand même avoir beaucoup plus qu'Alonso, d'ailleurs. Il doit quand même avoir un certain feedback. Maintenant, si la monoplace est faite pour Alonso, ou que si lui n'a pas un ressenti terrible avec, c'est beaucoup plus difficile d'être précis et d'être pointu. L'avantage d'Alonso, c'est l'expérience, et c'est un talent immense sur cet aspect, ce qu'on va appeler, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce jargon, le cul des pilotes, à savoir sensibilité, le ressenti du fessier, de comment la monoplace se comporte. Peut-être que lui n'a pas ça. Peut-être que lui a un ressenti différent qu'il applique sur Simu et que ça aide au développement général de la voiture. Ce qui va être intéressant de voir, c'est que l'année prochaine, on va avoir 2 pilotes nés en 96 qui, certes, Gasly lui a été le leader d'AlphaTauri, mais Gasly a subi un problème chez AlphaTauri qui était celui du développement de cette monoplace et du fait de ne pas arriver à régler la voiture du vendredi au dimanche. Si la voiture ne performait pas le vendredi, elle ne performait pas le dimanche. Ça a été souvent ça. Alpine va se retrouver avec ce vrai problème de devoir se trouver un leader technique, ça c'est vrai,
Très belle photo. Et je pense que qui est le mieux Montage placé personnel, bien évidemment. Qui est le mieux placé pour le faire pour l'instant? Je pense que c'est Ocon parce qu'il a la connaissance de la voiture. Mhm. Mais si Gasly arrive et qu'au bout de 6 mois, il dit « mais vous n'êtes pas rendu compte que en fait, ça va pas », là, effectivement, le pari pourra être risqué pour lui parce qu'il pourra perdre ce leadership technique et à ce moment-là, rester, malgré l'arrivée de Gasly, un éternel, entre guillemets, deuxième pilote. Sauf que jusque-là, il avait le nom et l'expérience et le palmarès des mecs en face de lui pour sa défense, ce que moi j'invoque. Face à Gasly, je l'aurais pas. Est-ce qu'il faut qu'il muscle son jeu, tu penses, toi, Esteban Ocon, Hamza? Je pense qu'il a commencé. Mhm. Je pense qu'il a commencé parce qu'il y a ces déclarations. Alors, il y a ce qui s'est passé effectivement au Très Brésil. ironique au Brésil. Après Je la sais- course, Ah, je sais pas. pas après la parce course que, au sprint. En fait, alors pour répondre déjà à tous les commentaires et toutes les questions, parce qu'on n'en a pas parlé, Alonso, il se fout du monde. On va être très clair par rapport à. ce qui C'est s'est bien que tu passé. le reconnaisses un peu. Non, mais par Sauf rapport qu'il à ce qui manquait un peu d'objectivité sur les Par Le mec, rapport- je crois qu'il est objectif en disant ça alors que c'est lunaire. Non, mais je tiens quand même Bien à le sûr. préciser pour pas. Non, mais t'as raison. Non, mais il se fout du monde et surtout, moi, ce qui m'agace avec lui, c'est le double discours parce que devant les commissaires, il a Ouais. reconnu Oui. son tort. Derrière, il publie un message sur les réseaux sociaux où il reconnaît ses torts, mais effectivement, on ne peut pas reprocher grand-chose à Ocon à part peut-être le virage 4 où chacun y verra de son interprétation. Et bref, on passe à autre chose. Ensuite, il y a donc dans la communication d'Esteban Ocon, je trouve, déjà la radio. Alors où lui, et moi je peux comprendre, l'aspect, la priorité pour moi, plutôt que de laisser passer Fernando, c'est d'aller chercher Sébastien Vettel. C'est vrai. Il n'y a pas de problème. Il insiste à la radio. C'est un message qu'il sait qu'il sera diffusé. C'est un message. Alors peut-être que j'en fais trop. Peut-être que pour Esteban, enfin, là, il parlait sincèrement. Et puis il y a la communication derrière, chez les médias, où on lui pose la question est-ce que Fernando Alonso, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, non, mais j'ai fait ce que j'avais à faire avec Vettel, puis je l'ai laissé passer. Il dit aussi ça ne sera pas le cas à Abu Dhabi. Pour la dernière. Je rappelle, il y a 5 points d'écart entre les deux pilotes. Ok, il y a tous les problèmes d'Alonso, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas en reparler. Mais factuellement, aujourd'hui, Ocon est 8e du championnat. Il est devant Fernando Alonso. Il a la possibilité de Avec la terminer même devant voiture. lui avec la même voiture. Il y a 5 points d'avance. La 4e place, moi j'estime qu'elle est verrouillée. Donc Alpine terminera 4e. C'est ce qu'il dit en disant ça. C'est ce qu'il dit. Il dit maintenant on a 19 points. C'est pas deux écuries qui se battent avec des points suffisamment grands pour que 19 points soient un retard rattrapable. Donc à partir de là, moi, il y a 0 consigne à Abu Dhabi. Je veux le battre. C'est ça. veut dire. Et le message qu'il envoie à ce moment-là, plus qu'à Fernando Alonso, c'est un message, je trouve, Alpine. qu'il envoie à Alpine et qu'il envoie au monde, entre guillemets, au monde de la F1, dans le sens où je veux avoir le rôle de numéro 1, je veux avoir le leadership, je veux avoir le rôle de patron, même avec l'arrivée de Pierre Gasly, qui, selon certaines sources, aurait un bien meilleur salaire qu'Esteban Ocon, et ça, mine de rien, c'est aussi très important. Pour nous, ça peut pas paraître important. Quand tu gagnes 5 ou 15 millions, quoique, ce qui n'est évidemment pas notre salaire, on tient à le préciser là aussi. Ah, Non, non, mais mais- négocier bon. la même chose que moi alors. Alors, excuse-moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi, en termes, dans le sport de haut niveau, dans un vestiaire de foot, par exemple, et là, en l'occurrence, sûr. le salaire, c'est important et c'est ce qui légitime un statut. Si toi, tu touches 3 fois plus que moi, c'est que l'équipe, ou que l'écurie, en l'occurrence, puisqu'on parle de F1, estime que en termes de statut, tu es bien au-dessus de moi. T'as une notion de marché. Si l'année aussi. prochaine, Pierre Gasly arrive avec un salaire, et que les infos sont confirmées, un salaire bien supérieur, doublé ou triplé par rapport à celui d'Esteban Ocon, et qu'Esteban Ocon n'est pas revalorisé, c'est un message aussi qu'envoie Alpine aux pilotes. Oui, mais t'as les situations aussi. Gasly, il avait un baquet. Ocon, il n'avait pas de baquet. C'est-à-dire qu'au moment où tu Ah, négocies. il a re-signé. Au moment, Depuis- au moment où depuis, tu il a négocies. prolongé. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Gasly, il avait 2 choix. Ocon, il n'avait pas de choix. C'est Alpine ou Ouais. rien. Donc en fait, si la situation du marché justifie ce déséquilibre de salaire, ils sont allés chercher Gasly. Oui, mais comment tu Ocon vas a été justifier proposé par Mercedes à tu vas, là, c'est une gestion interne, mais comment tu vas justifier au sein de cette même équipe que le numéro 2 potentiel, Pierre Gasly, va arriver avec un salaire 3 fois plus élevé que celui du numéro 1 du pilote qui est là depuis 3 ans, qui aide au développement Parce du qu'il projet. rattrape leur erreur de cet Esteban été. Ocon. Il rattrape l'erreur de cet été. Mais je suis d'accord avec toi. Au niveau de l'ego, évidemment. Et Mais surtout non, de la- c'est pas et l'ego. du- Non, mais et tu du soulèves statut un du point. pilote, oui. Tu soulèves un point qui est très très important.
et c'est la question qu'on va se poser maintenant, regarde, c'est magnifique, ça déroule là dans cette émission, c'est la question de la confiance d'Alpine vis-à-vis d'Esteban Ocon. Est-ce que Esteban Ocon a véritablement la confiance d'Alpine? Regardez plutôt, c'est les différentes questions et postulats qu'on s'est posés. Oui, Renault l'a relancé en F1 alors qu'il était sorti du game après la saison 2018. Attends, excuse-moi, Renault a relancé Ocon à F1. J'ai envie de te dire, Alpine offre une opportunité inespérée à Pierre Gasly. Oui, aussi. Donc les situations sont un peu équivalentes. Ça relance, ouais. Mais même si Gasly, je vois pas comme ça, moi. Si on reste focus sur le cas Esteban Ocon, Renault, certes, l'a relancé en F1. Renault l'a prolongé aussi également de 3 ans, ce qui était, à l'époque, on disait que ça avait été énorme en termes de durée de contrat, alors qu'il traversait ce fameux doute de l'été 2021 dont tu parlais, notamment suite au Grand Prix d'Autriche. Est-ce que, par contre, il a été assez soutenu lors des sorties fracassantes de Alonso? Je rappelle quand même qu'Otmar Szafnauer dit, à l'arrivée de la course sprint, les 2 pilotes ont fait n'importe quoi, et rien n'a été dit sur les déclarations d'Alonso. Alors peut-être que ça a été réglé en interne, ça c'est possible, on n'en a pas eu vent. Le choix de Gasly, l'écart de salaire entre les 2 pilotes, tu en as parlé. Et puis, non, la FIA n'a-t-elle pas autorité pour des sanctions monstres? Ça, c'était la semaine dernière. La question, les gars, est-ce que Alpine l'a assez soutenu, Esteban Ocon? Et le soutient assez, en tout cas. En fait, est-ce qu'elle croit en ses capacités de leader, selon vous? Je pense qu'on est biaisé. Je pense qu'on est biaisé par la manière dont est traité le cas Alonso chez Alpine et la manière dont on traite le cas Ocon. Alonso, c'est du court terme, il s'en va dans un Grand Prix. Donc les déclarations fracassantes, elles sortent. Et Alpine, à mon avis, a besoin d'Alonso sur Abu Dhabi. Enfin, sur les 2 dernières courses, avait besoin pour sécuriser la 4e place. Je pense qu'ils ne se gêneront pas pour faire des déclarations fracassantes après Abu Dhabi, une fois que les points et l'argent sera rentrés. Maintenant, Esteban Ocon, ils doivent lui parler en interne en lui disant de toute façon, là, il veut juste faire le lance-flamme. Soyons unis autour des mêmes déclarations. Avoue tes torts. Nous, on avoue tes torts. Comme ça, au moins, on est blanc-bec par rapport aux Espagnols, par rapport à toute la pression médiatique espagnole qu'il y a autour d'Alpine. Parce que si on pense que la France est oppressante vis-à-vis d'Alpine, vous n'avez même pas vu ce que dit l'Espagne pour défendre Alonso. C'est plus scandaleux que Hamza et moi. C'est d'une subjectivité insupportable. D'ailleurs, Esteban Ocon, en termes de harcèlement sur les réseaux sociaux par les fans espagnols, c'est quand même quelque chose. Donc, je pense qu'à mon avis, ils se sont dit on va faire bloc. Et avoue tes torts, on avoue les nôtres. Fernando, il est en roue libre, laisse-le faire. Nous, on construira notre projet à partir de l'année prochaine. Et je pense pas qu'il manque de confiance de la part d'Alpine. À mon avis, c'est juste, écoute, là, il y a une tempête. Il y a une tempête depuis cet été, hein, concrètement. On baisse un peu la tête. De toute façon, l'année prochaine, toi, tu es avec nous, tu construis avec nous le projet. Et je pense que c'est ce qu'il faut à Esteban Ocon pour être en confiance. C'est d'être sûr, après avoir perdu un baquet en 2019, que là, le projet, il se fait avec lui. Et Alonso, il peut trouver le baquet qu'il veut chez Aston Martin ou quoi. En attendant, si Alpine l'année prochaine et Ocon et Gasly, ils sont devant Aston Martin, eh ben, ils auraient eu tout à fait raison de se taire, de laisser Alonso faire son cirque et s'en aller. Mais là, au moins, je pense que les deux, quand tu entends les deux sons de cloche qui sont pareils, tu sais qu'il y a collaboration et qu'il y a travail ensemble. Ocon ne tire jamais sur Alpine, Alpine ne tire jamais sur Ocon, sauf quand c'est pour calmer les médias français qui tombent sur Alonso, comme nous, hein, moi parfois, hein. Moi souvent. Often, pas toujours. comme disent les Anglais. Sometimes. Donc non, je pense qu'il y a de la confiance et ça se sent dans la manière d'avancer ensemble, à mon goût. Laurent Rossi, petite déclaration que je vous ai sélectionnée, c'était Laurent Rossi était présent au salon de l'auto dans le cadre d'une émission exceptionnelle qui se faisait le Super Mercato Show, non, le Super Moscato Show, pardon, sur RMC. Laurent Rossi, à la question justement, est-ce que Ocon peut devenir le leader de cette écurie, quelle hiérarchie entre Ocon et Gasly, regardez ce qu'il répond. Cette année, Esteban a plus de points que Fernando et pourtant, ça n'en fait pas pour autant un numéro 1. Avec l'arrivée de Pierre l'année prochaine, il n'y aura pas de hiérarchie préétablie, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui peut arriver, c'est qu'il peut y en avoir un qui va s'extraire par rapport à un nombre de points. Une hiérarchie sert surtout à s'assurer que si on doit apporter des innovations sur une seule des 2 voitures, on va favoriser le pilote le plus en avance, qui a le plus de chances de valider ces innovations en termes de perf et de points. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie sur le début de cette phrase. C'était en octobre, 18 octobre. Ouais, il s'est passé quoi à Austin? À qui on a mis les évolutions de l'Alpine? Sur Ocon. Non? Ouais, c'est ça. Donc, on choisit un numéro 1 pourquoi? Pour mettre des innovations, et il dit Esteban Ocon n'est pas le numéro 1.
Bon. Oui, mais il conclut par Ocon est devant au championnat. Enfin, Non, mais il dit qu'Esteban Ocon n'est pas le numéro 1 par rapport à Non, Fernando. mais on lui met pas les Comment ça se innovations passe parce qu'on sait que l'autre il va partir chez Aston Martin. Ouais, non, il est déjà oh, dans la Non, mais box du coup, Aston ça veut dire Martin. quoi? Ça veut dire que dans la tête de Rossi à ce moment-là, s'il y a quelqu'un à privilégier des normal. Austin, C'est c'est Ocon. Hmm. Ce qui est normal. Oui, mais du coup, ça veut dire que là, sur cette Non, fin de mais saison, en il fait, change de je pense statut. qu'il parle d'une situation. Là, c'est une situation générale et Austin, c'est une situation particulière où tu as un pilote qui s'en va. Et qui en plus derrière au championnat par rapport à Esteban Ocon. Encore une fois, Mais excuse-moi. qui aura les innovations en début de saison l'année prochaine? Mais c'est non, mais tout le monde. Mais c'est ce qu'il dit. Ocon. Il y aura une pièce. Ah, pas forcément. Il dit que c'est celui qui a. Moi, ce que je comprends entre les lignes, c'est celui qui, quand il dit on va favoriser le pilote le plus en avance, qui a le plus de chances de valider ses innovations en termes de perf et de points, c'est-à-dire celui qui Oui. sera le leader technique de cette écurie, qui Ça, sera c'est un- capable de ramener le plus Mais de c'est un points. faux débat parce que là, le début de saison, tout le Oui. monde aura les pièces. C'est sur le développement en cours de saison, je sais pas, Ouais. à la mi-saison où tu arrives, j'en sais rien, même en Espagne où habituellement Ouais. on ramène toujours 2 blocs. Quatrième. C'est vraiment une situation très rare d'avoir une seule pièce et dans ces cas-là, on se posera la question peut-être en fin de saison. Mais effectivement, pour revenir sur Laurent Rossi, il a peut-être, c'est vrai que nous, on voit toujours le prisme numéro 1, numéro 2 et encore une fois, l'écart salarial pour moi justifie que l'on voit et que l'on soit obligé de voir ça ou en tout cas au moins de se poser la question. Mais peut-être que chez Alpine, il y aura tout simplement pas de numéro 1 comme Hamilton Russell. Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien parce que ça ne gagne pas. Le jour où ça gagnera, on verra. Mais peut-être que l'année prochaine, effectivement, on va essayer de valider, de maximiser les situations de course, mais qu'il n'y aura pas forcément de numéro 1, numéro 2. C'est ce que dit Laurent Rossi d'ailleurs entre lignes. Excusez-moi, tant qu'on joue pas le championnat du monde, il n'y a pas de hiérarchie 1 et 2. Et c'est le cas Ferrari 2020. L'écart de salaire est phénoménal entre Charles Leclerc et Carlos Sainz, et pour autant, Sainz termine devant Leclerc au championnat en 2020. Grâce à sa course à Abu Dhabi. C'est justement ce qui a fait que les deux ont travaillé ensemble chez Ferrari pour maximiser les points. C'est une saison qui a été tout à fait louable de la part de Carlos Sainz et Charles Leclerc. Et c'est peut-être ce que vise Laurent Rossi avec ce line-up Gasly-Ocon, c'est de scorer des points sans lutte, qui est vraiment une fraternité là-dessus, et que ça puisse permettre à Alpine d'aller chercher de l'argent et une position supplémentaire au classement pour continuer à grandir. Mais le salaire ne fait pas tout, en fait. L'axe de progression, là, je trouve, pour Esteban Ocon, c'est qu'il doit passer de coéquipier modèle à essayer de prendre le leadership et devenir le patron, j'allais dire autoritaire, même pas besoin, déjà un patron modèle. Et c'est vrai que, alors, je peux comprendre, pour revenir sur la déclaration de Fernando Alonso, effectivement, quand tu vois ce qui se passe par exemple à Jeddah, oui, il est ferme, mais c'est une situation de course. Maintenant, sur l'ensemble de cette collaboration, Esteban Ocon, je suis pas sûr qu'on ait grand chose à lui reprocher, mais effectivement, la saison prochaine, c'est un moment très important dans la carrière d'Esteban Ocon. Que va-t-il se passer, pour en revenir à ce que tu disais, où il a eu des adversaires ou des coéquipiers en termes de CV assez impressionnants. Là, tu vas te retrouver face à Pierre Gasly. C'est du copier-coller, en gros. Que va-t-il se passer? Et c'est là où, aussi bien pour Ocon que pour Gasly, mais surtout pour Ocon qui est installé dans la maison depuis quelques années, là, on arrive à un tournant de sa carrière. Mais regarde cet exemple, Charles Leclerc, que je prenais juste avant. Là. On s'est dit, au moment où Vettel s'en va, il va falloir que Charles Leclerc soit un patron face à Carlos Sainz. Est-ce que 2 ans après, on a le sentiment que Charles Leclerc a été un patron, un leader technique? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il... Enfin, on ne sait pas, on ne sait pas tout. Et que l'emprise qu'il devrait avoir en tant que numéro 1, elle n'est présente que grâce aux points. Elle n'est pas présente sur le feedback technique de ce qu'on en entend. Et sur le leadership même affirmé. Et sur le leadership affirmé. C'est-à-dire que si Carlos Sainz, demain, enfin début 2023, enchaîne 3 victoires, Charles Leclerc, il sera numéro 2. Alors, il sera numéro 2 en milieu de saison, quoi, comme ils ont dit cette année. À partir de Silverstone, ils avaient dit. Ça va être pareil pour Ocon et Gasly, s'il n'y a pas justement cette affirmation de leader technique. Et Alonso avait ça, Vettel avait ça, Hamilton a ça. Hamilton, c'est parce qu'il veut bien être au même niveau pour reconstruire l'équipe. Sinon, je me suis dit... C'est pourquoi le début de saison 2023 serait très important aussi dans la vision de ce que veut faire Alpine avec ces deux pilotes. Est-ce qu'on est sur une collaboration? Est-ce qu'on est sur un rapport de force? Et pour beaucoup d'écuries, parce que quand on voit ce qui s'est passé au Brésil entre Sainz et Leclerc, quand on voit ce qui s'est passé entre Verstappen et Perez, Hamilton et Russell qui reviennent à la lutte, je pense que l'année prochaine, il va y avoir une grande composante gestion humaine des line-up à avoir. On part encore chez Aston Martin aussi un peu, je pense. Alonso Stroll, avec Gasly Ocon, Hülkenberg, Magnussen. Attends, et il va y avoir une belle gestion humaine à faire. Je pense que des psys doivent être recrutés pour 2023, on a vu dans les écuries. C'est un début de preview 2023, les gars. Je suis content qu'on termine ce dernier Mac de la saison en justement se projetant sur les beaux enjeux et ce côté épicé déjà qui nous attend l'année prochaine, et on va s'en régaler. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre toujours le pouce levé en
bas de cette vidéo si vous avez apprécié, à commenter aussi également et nous donner votre avis, vos interactions, questions, réactions, impressions. Vous connaissez la maison, on est là pour réagir et vous répondre aussi également en commentaire. Dernier match de la saison, vos derniers rendez-vous, ça se passera ce week-end. La F1 fait étape pour une dernière fois, une 22e fois, du côté d'Abu Dhabi. Winamax TV pour l'avant-course, pour la course aussi également en direct. Il y aura le débrief, votre débrief, vos réactions, vous fait participer bien sûr à toutes ces discussions F1 avec la fan zone, la brute fan zone F1. Ça se passera sur l'application brute. Si vous ne l'avez pas téléchargée, allez-y bien évidemment. Et puis 18h30, dimanche, sur la chaîne Twitch First Team, on sera ensemble pour noter cette saison, noter les écuries, les pilotes, et puis se poser la question, est-ce que 2022 était une si mauvaise saison que ça? Je sais que vous avez déjà vos réponses, gardez-les bien au chaud, on en parle dimanche à 18h30. Hamza, je crois que tu ne seras pas avec nous. Bonne Coupe du Monde, mon ami. Fin de saison. J'ai hâte de te retrouver, en tout cas, pour continuer à parler Formule 1. C'est un régal, c'est un délice d'être avec vous deux, les gars. Sachez qu'on est en préparation pour bosser des trucs cet hiver. Ça sortira pas forcément cet hiver, mais on bosse Exactement. pour faire des trucs en extérieur, peut-être. Pour préparer une belle saison 2023, qui sait, mais on bosse. Exactement. Vous bossez, moi je serai en vacances. Allez, bonne soirée, bonne nuit. Au charbon, les amis. Bonne journée, bonne semaine. Bon Grand Prix d'Abu Dhabi. Ciao.